Julie Chaise, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va. T'es là sur une chaîne internet qui s'appelle ImproViews. On va parler, on a le temps, on va parler une petite heure d'impro, on va parler de spectacle, de direction artistique, de production, d'impro et de cinéma. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, rapidement, donc je m'appelle Julie Chaise, j'ai 39 ans, je suis improvisatrice, metteur en scène et très récemment productrice. Voilà, j'ai monté ma boîte de production qui allie spectacle vivant et audiovisuel. Et tu travailles tu joues pour un spectacle qui s'appelle Le Grand Showtime? C'est vrai, tu vois, j'ai été tellement rapide que j'ai oublié de dire que je jouais dans un spectacle qui s'appelle Le Grand Showtime, qui est programmé au point virgule depuis maintenant presque 7 ans. On joue 2 fois par semaine et puis on a des dates exceptionnelles et des tournées aussi à droite et à gauche, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce spectacle? Comment il s'est créé, les différentes phases par lesquelles vous êtes passé? Ok. Alors, le Grand Showtime, on s'est rencontrés en fait à la fac de Paris 8. Il y a une section art, mention, art du spectacle, option théâtre, etc., etc. Et il y avait un cours d'impro en fait dans le cursus. Et on s'est retrouvés, voilà, quelques-uns à faire ce cours d'impro et qui était à la base dirigé par des membres de la Ligue d'impro, qui était encore la LIF à l'époque, qui n'était pas la LIFI, tu vois. Donc c'est vieux. C'était qui ces gens? C'était Catherine Monod. Et il y avait des intervenants qui venaient, mais des vieux de la Ligue, quoi. Et on s'est rencontrés à ce cours d'impro. À la sortie, on s'est dit, tiens, ça serait marrant, les matchs d'improvisation. Ils nous en parlaient comme d'un truc mythique, mais un peu encore underground. On s'est dit, tiens, si on montait une équipe d'impro. Et on a commencé à faire des matchs d'impro. Là, je vais la passer assez rapidement. Il y a eu les improvisades, des rencontres avec plein d'équipes d'impro. Et c'était encore... c'était très jeune, quoi. C'était très spontané, c'était très à l'arrache.com. Tout le monde essayait de se fabriquer des patinoires avec des bouts de bois. Nous, on avait créé une patinoire avec du carton qu'on déchirait assez rapidement. Et puis, ce spectacle, enfin le match d'impro, a donné naissance à un spectacle qui s'appelait Impromotion, qu'on a d'abord joué dans un tout petit théâtre à Saint-Plon. Puis après, on est passé au Théâtre. Et en fait, un des membres de la troupe est parti faire ses études à Boston, au MIT. Et aux États-Unis, c'est pas du tout la même vision de l'improvisation. C'est beaucoup plus entertainment, c'est beaucoup plus... déjà, c'est beaucoup plus admis, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspicion, alors que notre public, quand même, franco-français, à la sortie, nous demande souvent si c'est improvisé ou pas. Là-bas, la convention, elle est tout à fait admise que, bah oui, c'est improvisé. Et donc, il a fait des spectacles d'impro là-bas. Il a été accepté dans une troupe. Et il a découvert Whose Line Is It Anyway. Excuse-moi. Whose Line Is It Anyway, c'est une émission d'improvisation qui, à la base, est anglaise, qui après est passée côté américain. Et c'est des improvisateurs... il y a toujours les mêmes têtes, et puis il y a des gens qui tournent. Bon, vous connaissez sûrement, mais c'est vraiment encore à regarder. Ça a plus de 10 piges, mais c'est... juste phénoménal parce que la complicité, parce qu'ils osent, parce qu'ils ont réussi à adapter l'improvisation à un format audiovisuel, parce qu'on ne s'ennuie pas, parce que ce sont des performeurs. Et il est revenu en disant « Non mais c'est dingue ce qu'ils font ». Il est revenu avec des formats d'impro, des idées, etc. Et du coup, on a créé un spectacle qui s'appelait Code Impro. Et on voulait faire vraiment des formats courts. Des formats très très courts, très sketchés, quoi. Et en mode cerceau de feu, quoi. On va voir des trapézistes et voilà, on ne raconte pas de belles histoires, on va juste voilà, faire de la performance. Et puis Code Impro est devenu Showtime, puis le Grand Showtime, et on a traversé toutes ces étapes-là en se nourrissant de, effectivement, plus de la culture anglo-saxonne que ce qu'on pouvait voir en France. Et en même temps, on a tout ce background théâtral français, parce qu'on est tous issus de formations théâtre classique, etc., où effectivement, là, d'un seul coup, le décor, la scénographie, les costumes ont de l'importance, alors que les anglo-saxons, ils s'en foutent, ils peuvent faire ça en t-shirt. Whose Line Is It Anyway, il y a aussi Fast and Loose. Alors vas-y, redis-nous un petit peu plus Whose Line Is It Anyway, en quoi ça consiste? C'est des impros très très courtes, avec des catégories très très fortes, des contraintes très très fortes,
du type des chantés sur des thématiques, du type ils leur donnent une boîte et ils doivent justifier tout ce qu'il y a dedans, du type comme un téléachat en fait. Ils ont une catégorie qu'on adorait où ils ont un fond vert et il y en a un qui commente ce qui est diffusé, mais pour lui c'est un fond vert, mais pour nous spectateurs il y a un reportage qui est derrière. Et deux autres connaissent les images et le relancent régulièrement pour savoir exactement de quoi parle le reportage. Donc c'est beaucoup de guessing. Ouais, ils se titillent, quoi. Ils vont se chercher, ils se font des farces. C'est bon enfant, c'est bienveillant. Il y a quoi d'autre comme catégorie qui nous a marqué? Des passages très très courts, juste une phrase. On donne une situation, juste une phrase, tu l'illustres. Donc c'est très punchline. C'est très stand-up en fait. Fast and Loose, qui est aussi inspiré en fait de Whose Line Is It Anyway. Et alors ça c'est quoi? C'est un spectacle, c'est une émission de télé Pareil, aussi? c'est une émission de télé avec des anciens de Whose Line. Il y a Trust in Your Life, je crois que ça s'appelle comme ça, où là ils ont un invité et ils vont improviser avec l'invité sur sa vie. Et puis après, en Belgique aussi, il se passe pas mal de choses. Alors là, c'est plus dans le spectacle vivant, les Québécois, etc. Enfin, on a eu plein d'inspirations à droite et à gauche qui nous ont emmenés vers le Grand Showtime, où vraiment on est sur du format très très court. Voilà. Avec un MC, c'est ça? Avec un présentateur ou une présentatrice. Super, donc pitch-nous, donc il y a, comment ça fonctionne le Grand Showtime? Est-ce que c'est très proche de ces formats-là? Mais ouais, comment vous... Comment on travaille? Non, qu'est-ce que c'est comme show, si on vient voir? Alors, le Grand Showtime, on l'a qualifié de show d'humour improvisé. En fait, il y a comme deux arches dans le Grand Showtime. C'est un spectacle d'impro, donc tu vas avoir plein de petites impros. Mais c'est des individualités qui font ces improvisations. Et en fait, il se joue des impros entre les impros. Et en fait, les relations des personnages, des clowns que tu vois sur scène, vont se transformer au fur et à mesure des improvisations. Donc en fait, tu as un spectacle dans le spectacle. Voilà. Et après, les improvisations qu'on fait, ce sont volontairement des impros très performatives, très challenge, très... Ouais, je peux pas. J'assimile ça vraiment à un numéro de cirque, quoi. Est-ce qu'on va se faire bouffer par le tigre ou pas? Le but du jeu, c'est de vivre une expérience où le public fait oh, mais est-ce qu'ils vont y arriver, quoi? Et que toutes les 5 secondes, ils soient oh, waouh. Voilà. Nous, on veut un spectacle hyper dynamique, hyper surprenant, qui soit une expérience unique. Tu me diras comme tous les autres spectacles d'improvisation, mais là, c'est unique au sens où nos impros sont uniques. Ce qu'on vit entre nous est unique et ce qu'on vit avec le spectateur est unique. C'est-à-dire que le public est totalement intégré dans le spectacle. Donc, il se modifie au fur et à mesure des commentaires qu'on peut avoir dans la salle. Le public fait partie de la troupe. Un des grands axes de travail de Showtime, c'est le public fait partie de l'équipe. Il est autant comédien que nous. Donc ça arrive en fonction de l'ambiance de la salle, le spectacle. C'est ça, ouais. Ça vous est arrivé justement des spectacles particuliers où parce qu'il y avait un public étrange ou particulier? Ouais, tout le temps. En fait, chaque spectacle, t'as un truc qui se passe où tu fais « mais pourquoi ?» Ouais, il y a pour donner un exemple, il y a une fois... le but du jeu, c'est qu'on crée une ambiance bienveillante, mais en même temps, on chambre, on essaie de chambrer en restant très respectueux, sans humilier, pas d'attaque personnelle, mais on va se titiller, voilà. On aime beaucoup aller se chercher les uns les autres, entre comédiens, mais aussi le public. Et en fait, on essaie de faire en sorte que les gens soient hyper à l'aise. On est avec une bande de potes. Et un spectacle, un mec s'est senti tellement à l'aise, du fond de la salle, il m'interpelle et me pose une question que je n'entends pas. Et du coup, il se lève et il monte sur scène et il vient me poser la question. Et t'es en plein milieu d'un spectacle, quoi. C'est le théâtre du 17e, quoi. Les gens, ils se sentent hyper libres de dire « Oui, non, attends, stop. En fait, j'ai une petite question à te poser. » Et il est juste venu me demander si je me faisais draguer en boîte de nuit. Et voilà, t'as des gens comme ça. Ou alors, t'en as un qui se plaignait auprès de sa femme qu'il était mal assis. Donc, nous, on l'entend.
Donc on arrête le spectacle, on fait qu'est-ce qui se passe, comment tu t'appelles, je m'appelle Bernard. Qu'est-ce que tu as Bernard? En fait, j'ai une sciatique et du coup je suis hyper mal assis. Bon, du coup on lui a ramené un siège et on l'a mis au milieu de nous, il a fait tout le spectacle au milieu de nous. Et du coup c'est devenu une espèce d'arbitre du spectacle, de juge. C'était Télérama, on dit alors celle-là, t'as plu. Et en fait le mec se sentait tellement à l'aise qu'il nous débriefait comme un metteur en scène sur scène, quoi. Mais ça devient hyper drôle. Enfin, même lui, en sortant, il m'a dit oh, « Je pense qu'il m'a pris, je me suis sentie… Bah oui, tu t'es lâché, en fait. Et le but du jeu, c'est qu'on vive une expérience ensemble. Alors, c'est pas tant qu'on a envie… de se démarquer là-dessus et se dire « Ah voilà, toi, public, tu vas vivre un truc de dingue. » C'est tellement rare, ces moments où on ne se connaît pas et on se lâche. Et il n'y a pas d'alcool dans l'affaire, il n'y a ni de drogue. C'est juste, on a créé une ambiance tellement spéciale que les gens ils se sentent libres de dire ce qu'ils veulent, quoi. Et du coup, c'est quoi la recette pour créer comme ça une ambiance? Il y a un espèce de truc au début? Ouais, c'est énormément de facteurs. Déjà, c'est l'ambiance entre nous qui va jouer, le lieu, l'environnement joue énormément aussi. C'est vraiment beaucoup plus difficile de faire ça dans des très très grandes salles. Mais tout joue, l'attente du public, si le spectacle il est à l'heure ou pas, comment tu accueilles les gens. Après, on a travaillé beaucoup avec des mentalistes aussi, pour savoir, tu vois, quand tu interroges les gens, quand tu leur demandes des thèmes, quand tu leur proposes de venir sur scène, comment tu vas les amener à ça, sans les brutaliser, sans les obliger, mais en même temps avec une forme d'injonction de genre, mec, si tu le fais pas, le spectacle, il va être bizarre, quoi. Et en même temps, si tu le fais pas, c'est génial parce que le spectacle, il va devenir autre chose. Tu as des tips de mentaliste? Ouais. Tu peux nous en donner? Par exemple, tu vois, c'était prévu que tu poses cette question-là. Non, qu'est-ce que je peux te donner comme… Par exemple, sur la demande de thème, un truc très très bête, si tu dis, voilà, donnez-moi un fruit, je fais une demande… très classique, quoi. Donnez-moi un fruit. Les gens, naturellement, vont te dire les fruits extrêmement communs que tu retrouves dans ton supermarché, la pomme, la banane, etc. Et en fait, tu peux ouvrir l'imaginaire des gens en disant donnez-moi un fruit, comme par exemple l'ananas, la pastèque, le kiwi. Et là, tu vois, tu vas les ouvrir sur de l'exotisme. En fait, tu peux orienter et ouvrir l'imaginaire de ton public en fonction de ce que tu vas mettre en entrée. Tu vas créer du coup des réponses qui sont plus inattendues. Voilà, le cucurbitacé, tous les gens qui ont fait de l'impro ont eu ce thème-là au moins une fois. Donc, le but du jeu, c'est qu'on arrive à feinter le cucurbitacé. Et quand on l'a, on crie « énorme mec !» Et puis, on lui donne un prix parce qu'il est le 258e à nous avoir dit cucurbitacé dans la saison. Et il y a ça, il y a comment tu regardes les gens, comment le présentateur aussi va faire un filtre par rapport aux joueurs. C'est-à-dire que nous, notre règle, c'est le présentateur est le garant de la bienveillance. Les joueurs, c'est des espèces de fous derrière. Et moi, public, je vais dire au public, moi présentatrice, pardon, je vais dire au public, ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Je vais te protéger. Et du coup, dès qu'un joueur fait un commentaire un peu désagréable, tac, je le reprends et je dis t'inquiète, public. Et le but du jeu, c'est que le public prenne parti pour le joueur, que ça se retourne contre moi et qu'il y a une triangulaire qui se joue autrement. Et au bout d'un moment, c'est pas le but que je sois destituée en tant que présentatrice, mais que je sois malmenée, c'est hyper drôle. Ou qu'au contraire, je sois montée en épingle par le public qui, à la fin… tous les schémas sont possibles. Mais le public sait que le présentateur va le protéger. Vous en avez fait combien de fois Vous en avez fait combien des showtime? À la jauge. On dit qu'on est à… On a fait plus de 100 000 spectateurs, ça c'est sûr. Mais combien de représentations? Je peux pas, c'est deux fois par semaine pendant 8 ans, plus les dates extérieures. Je suis mauvaise en mathématiques. On va dire 800. 800? On dit 1000. 810 000. Tout le monde peut faire présentateur dans Showtime? Ou c'est un rôle particulier que certaines personnes font? Non, c'est un rôle particulier. Donc il y en a qui le font pas? Ouais. Et il y en a qui le font? Oui.
Vous êtes combien à le faire? On est 4, Sûr. 5 sur 10. Comment ça marche, cette complicité à 10, sachant que vous êtes combien sur scène? On est 4. Maintenir une complicité à 10 dans un show à 4, est-ce que c'est compliqué et comment ça marche? Ça passe par le travail, ça passe par se retrouver régulièrement, ça passe énormément par tous les échanges qu'on peut avoir en dehors du spectacle, qui sont inspirants. Ben, on fait comme tout le monde, comme dans les boîtes, des team building aussi, c'est-à-dire on va faire des escape games et du karting. Mais en même temps aussi, on se fait des soirées ciné, on se partage énormément ce qu'on découvre. Ça passe aussi par ce qu'on vit à chaque spectacle. On donne tout de suite au reste de la troupe. On lui raconte. C'est-à-dire? On fait toujours un débrief de ce qu'on a vécu, s'il y a eu des moments particuliers. On le partage avec le reste de la troupe. C'est pas que tout le monde doit être au courant, c'est comme si, voilà, quand tes potes partent en vacances et te racontent ce qu'ils ont vécu, bah, tu y étais un petit peu aussi, quoi. Il y a ça, par exemple, quand on part... on a fait un festival qui s'appelle Performance d'acteurs à Cannes, et on a fait un journal de bord, mais en mode colonie de vacances, qu'on envoyait au reste de la troupe. Et déjà d'une, c'était hyper drôle à lire pour eux, et en même temps, ils étaient un peu avec nous dans le festival, quoi. Ça nécessite de maintenir un lien tout le temps. Et cette complicité, après, elle se joue aussi avec les années. Ça se prend bien un débrief, genre bah, je l'ai mal senti là, tu m'as mis mal à l'aise. Est-ce que ça arrive et comment ça se gère? Dans Showtime? Par exemple. Ouais. Alors, dans Showtime, comment ça se gère? C'est 10 égos, hein. C'est 10 noyaux narcissiques assez forts. Maintenant, on a une direction artistique qui nous permet d'avoir un œil extérieur et de dire, bon, elle est légitime à... Donc ça permet de détendre un peu le truc. Débriefer, on a beaucoup travaillé sur la communication non violente et du coup, on met en place des outils de débrief qui se veulent non violents. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis à quelqu'un de la troupe, est-ce que je peux te faire un feedback, qu'il soit positif ou négatif, l'autre doit l'entendre comme « il me fait un cadeau pour que je m'améliore ». Et ça marche, ça? Oui. Bien entendu que parfois ça ne marche pas. Mais parce qu'on a créé ces règles de vie, même si la personne le prend mal sur le moment, avec le recul, avec la digestion, etc., on se dit oui, ok, bon. Mais à la sortie d'un spectacle, on sait tous que l'adrénaline est montée, qu'on est à chaud, que tu es à fleur de peau, qu'il suffit que tu te sois galéré pour venir, ou je ne sais pas. Enfin, bien entendu que tous les débriefs ne sont pas forcément bien pris. Par contre, on est très dur avec nous-mêmes, ouais. On est très exigeant. Alors, notre gros leitmotiv, c'est on est dur sur les faits, mais on est doux avec les gens. Et donc, on essaie de rester hyper factuel dans les débriefs. Et ça aussi, ça maintient la complicité. C'est-à-dire que cette volonté absolue de vouloir conserver le lien et l'entretenir, et qu'on veut s'améliorer tous ensemble, ça crée un climat de complicité hyper productif, quoi, et évolutif. C'est pas une complicité qui reste genre on a bien rigolé quand t'as fait poète avec ton bras. Non, ça va plus loin. La complicité est basée sur la confiance aussi. Est-ce qu'il y a t'as des exemples de phrases de débrief du coup? Un feedback? Ouais, de feedback ou de choses comme ça? Alors, je vous révèle mes secrets. Alors le feedback, c'est vraiment genre, ok, t'es détendu, émotionnellement, t'es redescendu, donc t'es capable de dire à la personne, est-ce que je peux te faire un feedback? Il est capable aussi, par exemple, on s'autorise à dire, non, là, je suis pas prêt à recevoir ton feedback. Et on se dit, ok, c'est pas un problème, mais par contre, je te le ferai plus tard. C'est ok, mais je te dirai quand je serai prêt à le recevoir, parce que là, c'est pas possible. Par exemple, on s'autorise à se dire ce genre de choses. C'est, voilà ce qui s'est passé. Voilà, et c'est moi qui parle, je ne parle pas pour le reste de la troupe. Je m'implique moi. Pour moi, la cause, c'est ça, les conséquences, c'est ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Et on en parle. Et c'est pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est moi, les conséquences que j'ai observées, elles sont préjudiciables, elles sont profitables.
Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que t'en penses? Avant de se dire qu'est-ce qu'on fait, c'est toi, qu'est-ce que t'en penses? Il est fin. Pour clore pour clore un peu ce sujet de feedback, du coup, si toi tu as des souvenirs, si ça se porterait sur quoi? C'est sur ta manière de jouer ou quand tu as fait cette blague-là? Ouais, ça peut être hyper spécial. Alors, un feedback, plus on avance avec l'expérience et plus on se dit qu'il faut vraiment que ce soit hyper spécifique. Genre, de faire un feedback sur le rythme. Ouais, alors le rythme, déjà, c'est hyper personnel. C'est difficile à théoriser, dire bah, ça, c'est un bon rythme, ça, c'est un mauvais rythme. C'est de la musique, en fait, un spectacle. Donc, il y a des gens qui adorent le jazz, il y a des gens qui adorent le rock. Enfin, voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand tu arrives à localiser, à préciser un fait qui a été préjudiciable pour le rythme, là, tu peux sortir. Du type, moi, ça m'arrive énormément, j'ai été débriefée là-dessus, c'est quelqu'un dit quelque chose dans la salle, et en fait, comme je suis très friande des petits blablas dans la salle, j'ai tendance à arrêter le spectacle, à faire « Pardon, t'as dit quoi ?» Qu'est-ce que tu dis ? Mais en fait, s'il l'a dit tout bas, c'est parce qu'en fait, il ne voulait pas qu'on l'entende. Donc en fait, le simple fait que je mette la lumière sur le dire vas-y, dis-le. Et le mec fait non, en fait, non, je disais rien. Et là, rythmiquement, le spectacle, il crush, quoi. Ça marche pas. Donc j'ai été débriefée là-dessus, à dire ok, quand tu t'arrêtes dès que tu entends quelque chose, tu essaies de rebondir dessus. Le truc, c'est que ça perd en rythme parce que toi, tu es toute seule en interaction avec le mec du public. Les autres derrière, ils n'ont rien à faire. Le reste du public, lui, non plus, n'a pas entendu la salle. Et du coup, enfin, le mec. Et du coup, la conséquence, c'est que ça se délite en termes de lien collectif. Et ça ne prend pas, on est sur juste un dialogue. Et ce n'est pas l'objectif du spectacle. L'objectif, c'est que justement, on est une communauté, un collectif, et ça circule, quoi. Donc, c'est chouette de s'arrêter pour mettre le focus effectivement sur une réplique du public, mais si tu t'arrêtes sur tout, ça devient préjudiciable en termes de rythme. Voilà, par exemple, j'ai été débriefée là-dessus. Et on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, mais en fait, je suis très curieuse. Et du coup, c'est de maintenant, voilà, j'essaye d'être vigilante sur... non, clairement, le mec parlait à l'oreille de sa meuf, tu le laisses tranquille. Voilà. S'il te regarde et qu'il dit une phrase, oui, par exemple, c'est ce que le mentaliste nous a appris. Si clairement le mec te regarde, c'est pour toi. S'il fait comme ça, c'est pas pour toi. Vous avez suivi d'autres formations connectées à la discipline, mais pas spécifiquement impro pour le show? Tu me parles de mentaliste. Par exemple, ouais, on a fait des workshops sur les soft skills, donc le feedback, comment on fait un recadrage, la communication non violente, comment écrire des mails. Comment écrire des mails? Ouais, oui, parce qu'on communique beaucoup par mail, tu vois. Et ouais, on avait tendance à beaucoup s'insulter par mail au début, tu vois. Pareil, tu vois, dans les mails, on mettait beaucoup maintenant, il faut que tout le monde fasse ça. Non, c'est maintenant, la bonne formulation, c'est je pense, il me semble, à mon avis, il serait favorable de... Alors au début, ça fait un peu... ouais, c'est un peu plaqué. Maintenant, ça devient une routine entre nous. Et quand quelqu'un commence à faire il faudrait que... Tout le monde fait... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'ennuie dans le même show après 8 ans, qui a une architecture précise, ou est-ce que c'est toujours fun? Alors, c'est pas de l'ennui, c'est qu'au bout d'un moment, à Showtime, on a des catégories qui reviennent et qui sont des rendez-vous qui sont nos catégories signature. Et ce qu'on appelle toutes les troupes d'impro donnent des noms, catégories. En fait, on se rend compte qu'on fait tous les mêmes catégories, mais c'est pas grave. Ce qu'on appelle la bruitage, on fait monter des gens du public qui vont bruiter la scène. Voilà, ça c'est une catégorie qu'on fait la plupart du temps. On fait la débat politique. Donc on a 2 débattants, 2 politiciens qui vont débattre d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Il y a 2 mimes qui, eux, ont choisi le thème du débat avec le public et qui vont mimer le thème du débat. Et eux doivent continuer le débat politique tout en regardant leur mime, en essayant de deviner de quoi on est en train de parler. D'accord ? Ça, c'est une catégorie signature.
pour le coup, elle vient de la troupe d'impro de Boston, qui s'appelle Roadkill Buffet, qui est une catégorie qu'ils ont inventée, dont ils nous ont donné les droits. Ils ont envoyé un mail en disant, nous, la compagnie de Boston, on vous donne les Ouais, droits. non, on a fait ça de façon hyper officielle et tout. C'est c'est une troupe, ouais, c'est une troupe géniale. Bon, ils sont adorables. Du coup, je digresse, tu as un avis spécifique sur la notion de droit en impro, de propriété intellectuelle? Et est-ce que tu t'es retrouvé plagié ou est-ce que tu as plagié des trucs? Alors, on a forcément plagié des trucs et on a été plagié, ouais, bien sûr. Par qui? Que je donne des noms. Non, par des troupes que je dis amateurs au sens, tu vois, ça peut être des groupes d'élèves, ça peut être des petites troupes en province, etc., qui nous ont vus et puis qui ont fait la débat politique, etc. et tout. Alors, c'est quoi mon point de vue là-dessus? Pour moi, la règle, enfin la convention, c'est que l'impro, par définition, c'est du partage et de l'échange. C'est de l'open source, c'est tout ce qu'on trouve, on le partage, c'est un deal entre nous en impro. Maintenant, si on veut au bout d'un moment que l'improvisation, elle ait une identité, qu'elle se professionnalise, etc., cette notion de droit, il va falloir qu'elle apparaisse à un moment donné. Parce que les gens, sinon, ne pourront pas en vivre. Et surtout, ça ne va pas favoriser les spécificités des uns et des autres. Ça ne veut pas dire après, genre, ma catégorie, c'est ma catégorie, tu ne toucheras jamais. Moi, je suis hyper contente quand il y a une autre troupe d'impro qui reprend la débat en disant hey, on se fait plaisir, on fait une catégorie du grand showtime. Nickel, ça m'est complètement égal. Mais voilà, on est cité, quoi. Parce que c'est un travail, quoi, l'impro. C'est pas évident de créer des choses, de se dire ah, tiens, on va le faire sous ce format-là, on va se dire on va mouiller la chemise, on va oser. Bon, après, je prends l'exemple des E, où voilà, vous êtes dans un format long, avec comment dire, des rebonds, des ressorts que vous avez pensés, que vous avez imaginés. Et je trouve ça génial de se dire, attends, je tente très bien le truc, essayons-le avec Bidule. Mais je trouve ça un peu, comment dire, pas irrespectueux. Si on va dire irrespectueux par rapport au travail que vous avez fourni. C'est reconnaître le travail des autres et de le valoriser et dire même, vous savez quoi les gars, je peux essayer d'aller plus loin et je vais creuser ce que vous avez fait. Je ne sais pas si je suis extrêmement claire. Très clair. À quel endroit il s'inspire et à quel endroit il plagie? Est-ce qu'il y a tu vois une limite, enfin une frontière entre les deux? Non, la frontière, elle est ténue. Hein. La frontière, elle est super ténue. Après, à partir du moment où il y a de la communication entre les troupes, où que les gens t'en parlent, et qui disent honnêtement, j'ai très envie de reprendre ça dans ton spectacle, et ouais, on a envie de s'inspirer de ça, et ouais... Ouais, non, la frontière, elle est difficile à définir. Par contre, ça nous est arrivé, nous, dans notre spectacle, on a des moments, c'est pas écrit, mais nous, on appelle ça les portes, c'est comme au ski. Du type, le début du spectacle, on va tout de suite faire lever la main aux gens, d'une manière ou d'une autre, on les met en mouvement. Donc, est-ce que, par exemple, ça, c'est un truc qui revient régulièrement, c'est est-ce que, qui a vu de l'impro dans la salle, lever la main, qui n'a jamais vu d'impro, lever la main, et qui n'a pas levé la main, lever la main. Voilà. Du coup, ça te permet, truc de mentaliste, de voir les faux récalcitrants. Genre, je lève la main parce que j'ai pas envie de lever la main, mais ils le font quand même. Donc ça, c'est du très bon public à utiliser. Voilà. Ils osent. Donc ils n'ont pas peur, tu peux leur parler directement, tu peux y aller. Et ça, ce gimmick-là, a été repris par des stand-uppers. Bon, là, on est clairement sur du plagiat. On n'est pas sur de l'inspiration. Qui a déjà vu un stand-up, qui n'a jamais vu de stand-up, les portes, clairement, quand tu les reprends, c'est du plagiat. Après, tu reprends une catégorie. Je reviens sur la
Est-ce qu'on s'ennuie ou pas après 8 ans Ouais. sur le même chose? Donc Tu sur les, tu sur les, disais il y avait des signatures. Ouais. ouais, les catégories signatures, une routine peut s'installer. Et la routine peut donner naissance à l'ennui. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on a l'avantage d'être dans un spectacle qui est toujours au bord de la falaise, quoi, avec le public. Donc l'ennui ne s'installe pas. Par contre, la routine, et ça, c'est des mécanismes qu'on brise tout de suite en entraînement, on a tout de suite compris que, à force de refaire les mêmes catégories, tu pouvais, par exemple, sur l'abruitage, je te donne un exemple, ça c'est notre grosse blague entre nous, c'est tu marches sur un sol quelconque, les gens, je ne sais pas pourquoi, font toujours cric, cric, cric. Et c'est le truc de tiens, je marche sur des chips. Voilà, c'est devenu notre gimmick. Genre. Et c'est sorti 2-3 fois en spectacle. Et genre, maintenant, marcher sur des chips, c'est interdit. Et donc, plus ça va, plus la liste s'allonge de genre, ça, c'est interdit. Voilà. Du coup, comment vous faites? Là, donc là, tu dis il faut briser la routine. C'est en répète que vous faites ou des listes ou comment vous faites pour essayer de briser cette routine? Alors, on fait beaucoup de travail en résidence. Et en entraînement, on va. C'est-à-dire vous partez? Ouais, Combien de temps? 2 jours, une semaine, ça dépend, c'est variable. Tu veux venir? Partez loin. Il y a la mer, il y a une piscine. Non, bon, on part en résidence, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine. Là, on s'est fait une résidence à Elancourt, au théâtre, c'est pas le Prisme, ils ont un lieu de résidence qui est hyper intéressant avec des logements sur place. Là, on était resté une semaine, au mois de décembre. Il fait froid à Elancourt au mois de décembre. Et, et comment on brise la routine? C'est justement, alors, en consacrant un moment de débrief vraiment lié au spectacle, mais en ne travaillant jamais le spectacle en lui-même. C'est-à-dire, on fait beaucoup de travail de clown, on travaille énormément dans la lenteur, on va travailler des trucs très spécifiques, genre le bide, le chant, le mime. Travailler le bide? Ouais, Faire exprès de faire des trucs pas drôles? ouais. C'est-à-dire? Alors, là, pour le coup, on a notre mentor, il s'appelle Pavlata. Et Pavlata, c'est la compagnie numéro 7 ou numéro 8, je ne sais jamais, c'est une horreur. Ils ont un spectacle qui est très connu qui s'appelle Garden Party. Ce sont des clowns, ils font du spectacle en Gromelot. Garden Party, c'est un spectacle sur la bourgeoisie qui dégénère total. Et c'est Pavlata, c'est un clown qui travaille sur effectivement l'échec, le bide. Ça ne marche pas auprès du public. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis à ça? Et comment tu l'utilises? Et c'est horrible de travailler le bide avec ses potes, parce qu'il arrive très très rapidement, parce que tes potes te connaissent par cœur, parce que la complicité, etc. Donc tout le monde te voit venir, et tu dois rester sur scène. Et le public, tu dois le faire rire d'une manière ou d'une autre. Et tu dois t'accrocher. C'est des séances où tu pleures beaucoup, hein. T'es en mode genre « Ah, ça pique les yeux !» Et en fait, tu te rends compte que le rire arrive au moment où la vérité revient, où tu redeviens vrai, où tu es en phase avec toi-même, où tu n'es pas dans « c'est ta faute si tu rigoles pas, tu es vraiment un connard public ». Non, non, c'est moi le connard, c'est moi qui ai échoué, c'est moi l'artiste et c'est mon job de te faire rire, ou de t'embarquer, ou de t'émouvoir, etc. Donc s'il y a bide, c'est moi. Donc il faut que je me recentre. Et en fait, si tu commences à dire ce que tu ressens, là, le public se met à se marrer. Parce qu'il ne se sent pas agressé et tu redeviens juste une loque. Je suis vraiment désolée, je suis nulle, j'arrive pas à vous faire rire. Ou ça peut être autre chose, c'est-à-dire le mec qui s'accroche et en fait ça devient de la surenchère et ça devient extrêmement drôle parce que il est focalisé sur je vais rattraper mon bide, j'irai plus loin, plus loin, plus loin. Et le plus loin va donner naissance à quelque chose. Travailler dans la lenteur? Ouais. Showtime, c'est un spectacle qui va extrêmement vite. C'est ultra dynamique et ça se veut comme une claque, hein. Ça se veut comme une tempête. On veut que quand les gens sortent, ils fassent ouais, bah, le temps passé. Et même à la limite, il y a des impros, on s'en souvient même plus tellement c'était... Bon, ce serait horrible qu'ils ne se souviennent plus du tout des impros, mais en tous les cas, c'est passé extrêmement vite pour eux.
Et même pour nous, on sort, on est des athlètes. Si on veut que ce soit un spectacle performance, il faut qu'on ait transpiré. L'exemple, l'analogie, c'est de dire, ok, si tu fais Paris-Lyon en train et que tu veux décrire le voyage, il faut que tu l'aies fait au moins une fois à pied pour que quand tu seras dans le train, tu puisses dire, là il y a une ferme, là il y a un arbre, là il y a un machin, là il y a bidule, là il y a un super village, il y a machin, etc., etc. Mais tu ne peux pas aller vite si tu n'as pas été lentement avant. Enfin, là, je fais ça comme des grandes vérités, genre la déesse de la théorie. En tous les cas, sur Showtime, c'est l'expérience qu'on en retire. Tu ne peux pas aller vite si tu n'as pas été lentement. Donc vous faites des impros où il se passe rien. Ouais, par exemple, c'est assez régulier on démarre une impro en entraînement et il ne faut rien. Il ne se passe rien et on ne parle pas. Ou par exemple, on a beaucoup d'exos je dois compter 3 secondes dans ma tête avant de te répondre. Parce qu'on est des punchliners, enfin on se définit comme des punchliners, après le public c'est lui qui dira si oui ou non on est des punchliners, mais en tous les cas, on a la réplique facile, la blague qui vient, le et super, hein, sauf qu'en fait, une mitraillette qui tire à tout va, elle n'atteint pas sa cible. C'est en entraînement, du coup, je vais compter 3 secondes dans ma tête, et ces 3 secondes-là vont me permettre, d'une, de faire résonner ce que vient de dire l'autre, et de deux, de vraiment intégrer ce que je vais dire, et de rester dans l'écoute, parce que peut-être qu'entre-temps, lui, il va souffler, et ce sera beaucoup plus drôle. Parfois, une réaction est beaucoup plus drôle qu'une réplique. Voilà. Et surtout, ça oblige les uns et les autres à se regarder et tu vois ceux qui comptent 3 secondes dans leur tête. Ok, il a une réplique, je lâche l'affaire. Et quand tu t'arrêtes, ok, surenchère, 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 stop. On passe à autre chose. Ça, c'est hyper dur. Hein. C'est un deuil à faire. Hein, j'avais une super vanne. Et non, tu la feras pas. Parce que ton pote à côté, c'est bon. Il a fait... Et c'est de la musique. Par exemple, on travaille beaucoup sur ça à Showtime. Le public rigole. C'est un spectacle qui se veut hyper divertissant, qui se veut drôle. On veut faire marrer les gens. On veut qu'ils sortent avec les larmes qui coulent. Mais le rire, c'est de la musique. Ça fait ah 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 ah. Ok, on a atteint le point d'acmé. On enchaîne un autre couplet. Et il faut le sentir musicalement, ça. Et au bout d'un moment, si les gens ils ont explosé de rire, stop. Tu vois, maintenant, c'est les violons qui vont repartir. Tu vois, faut le sentir, quoi. Et pour ça, faut être aussi dans l'acceptation de je m'arrête. Comment on fait pour intégrer Showtime? Alors, t'as déjà fait Fort Boyard? C'est un peu pareil. Comment on fait pour intégrer Showtime? C'est une bonne question parce qu'on essaie d'intégrer des gens, mais on est un groupe qui existe depuis 1999, hein, le noyau dur. Donc c'est devenu une famille. Et les gens qui se sont greffés au fur et à mesure des années, c'est un peu des cousins par alliance. Voilà. Et on a énormément de mal à intégrer des gens. Parce que l'histoire de l'impro, c'est aussi ça. Ça a été beaucoup des réseaux très cloisonnés au début. Et du coup, Showtime a été mis dans une case, comme les E ont été mis dans une case, comme les autres ont été mis dans une case, comme les matchs d'impro, comme les impromises, etc., etc. Et du coup, il y a des murs qui se sont mis dans la case les rigolos. Ouais. Et t'es encore très très poli quand tu dis ça. C'est quoi la version mal polie? J'ai entendu, on dirait qu'on est un peu les putes de l'impro. Au sens où on donne une image de l'impro entertainment, divertissante, qui du coup coupe le lien vers une forme de théâtralité beaucoup plus noble. Et ça, t'en penses quoi? Je suis pas d'accord. En fait, toutes les formes d'art peuvent coexister sans aucun problème. Maintenant, on a une culture latine, et plus particulièrement française, lié à Molière, Corneille, Racine, c'est très lourd, c'est le verbe, c'est la poésie, c'est le jeu de mots, c'est le bon mot, etc. C'est l'interprétation. Du coup, c'est très dur parce qu'on se bat aussi contre des biais culturels. Maintenant, on ne retire
absolument pas les lettres de noblesse à l'impro en faisant rire les gens, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus, je trouve, noble que de se faire marrer les uns les autres. Enfin, chanter, rire et danser, l'impact carbone, il n'est pas dingue, quoi. Enfin, c'est juste beau, on communie ensemble. Après, on peut communier dans les larmes, on peut communier dans le rire, on peut communier dans énormément de choses. Donc, je trouve que cette forme d'impro a autant de droits d'exister qu'une forme beaucoup plus longue, théâtrale, incarnée, un message. Voilà, par exemple, nous, Showtime, on n'a aucun message à faire passer, quoi. Politique ou... non, c'est juste rions ensemble, quoi. Après, oui, chacun est motivé, bien sûr, par ses croyances et ses valeurs, etc. Et ça peut ressortir sur scène. Mais c'est pas ça l'objectif du spectacle. Du coup, différents groupes à une époque, donc cloisonnés. Voilà, donc le cloisonnement et du coup l'intégration d'autres improvisateurs a été super difficile. Et c'est encore difficile, même si je trouve qu'en ce moment on est vraiment dans une époque où les murs commencent à tomber. Et je milite pour que les murs tombent. C'est-à-dire que je suis convaincue que nous avons beaucoup plus de points communs avec des gens qui font du long forme qu'avec des gens qui font du match d'impro, où c'est pourtant des cours d'impro, c'est très sketché aussi, c'est très performatif. Parce que l'approche, elle est beaucoup plus commune dans le travail, par exemple, dans la lenteur ou sur le clown. Voilà, c'est pas parce qu'on fait marrer les gens et qu'on est dans la joke et qu'on fait dans la punchline qu'on n'est pas dans l'incarnation. Pas du tout. S'il y avait un critère ou deux. L'intégration. Ouais, c'est des choses qui sont importantes dans le groupe. La générosité. Il faut que ce soit une personne généreuse. Ouais, alors, et ça, c'est hyper difficile parce que tu vois, c'est une valeur qui est... ouais, putain, si elle cotise pas, c'est mort, quoi. La cotisation est de 1 250 € par mois, quand même, j'ai acheté les mains. Faut que tu aies le moyen. Non, c'est... Alors, généreuse, au sens... On a eu du mal à définir ce critère-là. Au sens où, déjà, elle est capable de partager ses techniques avec nous. On est dans la générosité, on échange, c'est pas genre chasse gardée, ça c'est mon fonds de commerce, et les blagues sur ça, tu les feras pas. Ça, c'est genre, no way, pas possible. Et c'est aussi générosité par rapport au public, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'aller à la rencontre du public, de discuter avec lui, de lui donner quelque chose et de le recevoir. Mais du coup, c'est quand même, ça reste de la valeur. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas dans Showtime ne sont pas généreux, pas du tout. Mais en tous les cas, c'est une forme de générosité dangereuse, au sens où elle peut te mettre émotionnellement en fragilité. C'est-à-dire que parfois, tu te prends des retours du public et même des gens de la troupe, il faut les encaisser, quoi. C'est pas évident. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé. De jouer genre la meuf hyper sûre d'elle sur scène, genre je suis trop belle et vous êtes des blaireaux, et un mec du public qui me dit t'es moche. Ok. Et dire ce n'est pas moi, c'est le personnage dont il parle, c'est pas grave. Et je vais rester généreuse avec lui. En aucun cas, ça doit être un truc genre ok, eh ben salut, le spectacle est terminé. C'est voilà. Après, je pense que tous les improvisateurs, tous les artistes, après je peux dire toute l'humanité, a une forme de générosité. Mais dans Showtime, c'est celle-là. La deuxième chose, c'est que faut savoir punchliner, quoi. C'est pas évident. En fait, c'est pas évident au sens où c'est une gymnastique. Tout le monde peut le faire, il n'y a aucun souci. Mais il faut t'entraîner à balancer la réplique qui tue tout le temps. Il y a un entraînement pour ça? On essaye, c'est pas évident. Mais par exemple, tu vois, le travail sur le beat t'amène à ça. Et la réplique qui tue, en soi, sortie du contexte, elle est vraiment pas drôle parfois. Mais là, elle marche. Arriver et curieux, curiosité à donf. Nous, ce qu'on veut dans Showtime, c'est des gens qui
ouais, sont capables de te parler d'un bouquin hyper, j'allais dire chiant, tu vois, mais classique, et qui en même temps a vu telle série, qui en même temps peut te dire, ah putain, allez voir ce truc-là, c'est génial, des gens curieux. Il y a des critères artistiques ou pas? On a abdiqué sur les critères artistiques, au sens où au début on voulait des improvisateurs, et on s'est rendu compte que bah, c'était pas forcément voilà, le meilleur recrutement, et que ça pouvait être des comédiens, enfin en tous les cas, des gens qui ont une pratique artistique, ça c'est sûr. Mais on a par exemple dans les gens de la troupe, des gens qui ne sont pas comédiens, et qui sont, on a, par exemple, on a 2 réalisateurs de films d'animation 3D. Si jamais j'intègre ou si quelqu'un intègre en venant, est-ce qu'il y a des sortes de règles implicites ou de règles même dites, type de contrat, qu'est-ce qu'il faut faire quand j'intègre Showtime, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a des termes de contrat en disant ça c'est une règle de conduite, ou ça c'est même des règles de fonctionnement sur les répètes, sur les représentations, est-ce qu'il y a un niveau de disponibilité? Ouais. Comment ça marche? C'est... on essaie de les définir en ce moment parce qu'on va passer en mode recrutement, mais on n'a jamais été confronté à ça de façon organisée avant. Donc c'est ce qu'on est en train d'établir en ce moment, du coup. Qu'est-ce que ça implique comme règle? Ça implique de la disponibilité et de l'engagement. Mais on entend que si on recrute des gens qui sont curieux et qui sont actifs, ils sont forcément engagés aussi sur d'autres projets. Et du coup, on demande énormément de transparence sur l'emploi du temps, et dire moi je m'engage de telle date à telle date, mais là je serai indispo, etc. Par contre, mec, quand tu es indispo et que tu fais autre chose, tu as intérêt à nous raconter ce que tu es en train de faire, quoi. Partage-le avec nous. Reste pas, genre, ne disparais pas, quoi. Mais bon, il y a plein d'autres règles, mais elles viendront avec le temps. Est-ce que il y a, vous avez eu un changement d'organisation aujourd'hui? Comment ça marche? Vous êtes une asso, vous êtes produit? Alors, on était sous forme associative, enfin, on l'est toujours. Et depuis que j'ai monté ma boîte de... Alors, non, je dis des âneries. On a été pris par une boîte de production en 2013, il me semble, jusqu'en 2016. Et donc là, on était produit par quelqu'un qui nous avait repérés, qui avait décidé qu'il voulait nous produire, etc. Donc pendant 3 ans, on a été avec lui. Ça a été une très belle aventure. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui était de la production... alors, la boîte, non, mais en fait, le nom de la boîte est vraiment... Je déteste les jeux de mots et les phrases d'un autre temps. La boîte s'appelait Tout Juste Auguste, qu'on a appelé TJA, parce qu'on trouvait ça plus pro. Et donc, ce type qui a monté cette boîte de production n'était pas producteur de profession. Voilà, c'est par passion qu'il a fait ça. Donc il nous a emmenés jusqu'au point virgule, et puis arrivé à un moment donné où voilà, le spectacle grandissait et lui ne pouvait pas suivre les évolutions, et du coup on a arrêté avec lui. On est retourné en autoprod, et puis et ben, c'est les écueils aussi de l'autoprod, de bah, t'es jugé parti, c'est la troupe qui doit se répartir les tâches, et bien entendu arrive le moment de et moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et toi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, enfin bon, bref. J'ai monté ma boîte de production, et depuis que j'ai monté ma boîte de production, c'est ma boîte de prod qui a repris Showtime. Où là, du coup, il y a un fonctionnement. On est payé quand on joue? Bien sûr. On est payé combien? Tu veux savoir combien on est payé? Alors, dans ta poche, tu veux savoir dans ta poche ce qui arrive? Comme tu veux, le coût du salaire, le brut, le net, ce qui t'arrange. Alors, ça fait 80 € net à peu près dans ta poche. Hein, enfin, même plus 100 balles, quelque chose comme ça. C'est un cachet. Je suis assez extrémiste sur le respect du cadre légal. C'est-à-dire qu'un comédien qui monte sur scène, pour moi, il est payé en cachet. Donc, il n'y a pas de facturation, micro-entreprise ou tout ce petit quanti. C'était payé au cachet. Et c'est parce qu'on est payé au cachet aussi qu'au début, on était à 5 sur le plateau et qu'il y a restriction budgétaire et qu'on est passé à 4. Parce que, en termes de coût employeur, un cachet, c'est 230 €. Voilà. Et qu'on est sur une salle de 110 et que ta jauge ne te permet pas au bout d'un moment d'assurer le coût plateau. Donc tu es payé au cachet,
Est-ce que ça a qui est toujours été comme ça? Est-ce le qu'il y a eu minimum, quoi, tu vois. un moment où vous étiez bénévole? On Quand a eu, est-ce que ça a eu un changement, une oui, amorce? oui, bien sûr, au début, on était bénévoles, on faisait ça, et puis les sous rentraient dans l'assaut, puis après on se disait, mais comment on le ressort, et machin, et puis au bout d'un moment arrive euh, l'âge de raison, et puis parce qu'on a d'autres projets les uns les autres, on devient tous un peu intermittents du spectacle, enfin un peu, parce qu'il y a une partie de la troupe qui l'est et l'autre qui ne l'est pas, et qu'au bout d'un moment, tu commences à prendre conscience de ce système-là, et de cette chance inouïe que ce statut existe, et qu'au-delà de « je respecte le cadre légal », on a une philosophie qui est il faut absolument que ce statut perdure et qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Et donc, ça va peut-être nous coûter du fric. Bien entendu, il y a 52% de charges sur les intermittents du spectacle. Mais on préfère payer ces 52% de charges que de travailler en facturation micro-entreprise avec 11, 18, 22% de charges sociales. Non, non, on cotise, on y va, parce qu'on veut que ce statut perdure. Est-ce que Showtime va souvent dans des festivals d'impro, trucs comme ça? Et Ou si je dirige un festival, comment je fais pour vous avoir? alors, on est très peu dans les festivals d'impro parce qu'on est très peu justement dans le réseau de l'impro. Parce que ce cloisonnement a fait que on s'est un peu, on a été un peu exclus de ce réseau, victime, mais on s'est un peu aussi auto-exclus de ce réseau-là, au sens où on ne se reconnaissait pas avec les gens de ce milieu-là à un moment donné, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et du coup, on s'est vraiment plus inscrit dans le réseau des salles d'humour, etc. Donc on est très peu invité dans les festivals d'improvisation parce que je pense qu'on n'est pas dans ce réseau-là, en fait. On n'est pas identifié dans ce réseau-là. Par contre, on est beaucoup invité dans les festivals d'humour. Et alors, si tu veux nous programmer, comment tu fais? Bah, tu appelles la boîte de production et puis je te donne mon tarif et puis tu me dis oui ou non, quoi. Ça coûte combien? Alors, alors, ça dépend vraiment des structures, vraiment. Ça, pareil, c'est un truc auquel on tient, c'est-à-dire qu'on ne paiera pas pour jouer. C'est hors de question. C'est pas parce qu'on est, on est au-dessus de ça et que nous ne méritons pas. C'est qu'il y a un travail, il y a un marché et qu'on ne veut pas péter le marché. Et que ce serait jouer contre toute la profession que de dire « ouais, le spectacle vaut 1500 balles ». C'est pas vrai. Il ne vaut pas 1500 balles. Je ne couvre pas les salaires avec 1500 balles, je ne couvre pas les répétitions. Et l'expérience, c'est quelque chose aussi qui se paye. Maintenant, si tu es une structure associative, je vais donner un exemple concret, il y a un hôpital psy, un centre ouvert du côté de Blois, qui a un lieu absolument génial, où ils programment des spectacles. Ils ont créé leur propre théâtre. C'est les patients qui ont construit ce théâtre. Donc il fait super flipper parce que quand tu arrives, tu as une poupée qui est crucifiée en haut du théâtre. Un peu bizarre. Voilà, donc c'est beaucoup de maladies mentales. C'est des gens qui fonctionnent avec des aides du département et de la région, tu vois. Enfin, voilà. Je ne descends jamais en dessous de 2000 € hors taxe le spectacle pour payer les comédiens. Voilà. Et pour assurer, en cas de coup dur, un problème de bagnole, de machin, de bidule. Sans régisseur. Mais maintenant, putain, ça va être diffusé et les entreprises, elles vont me dire 2000 balles maintenant. Maintenant, quand tu es une entreprise, quand tu es une structure voilà, soutenue, qui a un fonctionnement économique viable, le spectacle ne vaut pas 2000 €. Non. Vous êtes combien de femmes dans... Je suis seule. Je suis la seule femme de Showtime. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Qu'est-ce que ça... Je les ai toutes tuées, Tu les as assassinées. Est-ce que tu as des recos à faire? Est-ce qu'on peut parler des nanas et de l'impro? Ben justement, là, notre prochaine campagne de recrutement, c'est de recruter une femme. Ou deux. Voilà, ça nous manque énormément. Pourquoi je me suis retrouvée toute seule à être une femme dans Showtime? Enfin, à être une femme dans Showtime. J'étais déjà une femme avant Showtime, en fait. C'est une troupe. Ce format d'improvisation, c'est pas évident pour les filles. Pourquoi? Si par exemple tu prends le milieu de l'humour, pareil, ça a énormément changé. Je pense que des gens comme Florence Foresti, Blanche Gardin, etc. ont rebattu les cartes. Mais sur le côté punchlineuse, la meuf qui va, qui se met en avant, qui fout des coups de coude, etc. Déjà, c'est pas l'esprit de l'impro.
Et en plus de ça, c'est encore difficile pour les filles, je trouve, d'avoir une parole très très libre sur scène en impro. Je trouve ça dur, en humour, dans l'humour en général. Donc, il y a des filles qui sont venues dans le spectacle et qui ne se sont pas reconnues dedans, ne se sont pas épanouies, donc sont parties d'elles-mêmes. Il y a très peu de filles, plus les compagnies se professionnalisent, moins il y a de femmes, c'est beaucoup plus une pratique masculine que féminine, alors que dans les cours, dans les stages, tu vas avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est assez marrant comment la bascule se fait au moment de la professionnalisation. Le fait aussi qu'il n'y ait qu'une seule femme dans Showtime fait que je pense que les autres femmes se sont dit bah, du coup c'est pas une troupe pour nous. Tu vois, il y a eu aussi le serpent qui s'est mordu la queue. Et voilà, ouais, je pense que j'ai fait le tour un peu de la question. T'as des recos à donner à des nanas qui jouent, qui sont on va dire pareil, un spectacle où on va primer une efficacité ou de la performance, conseils, recommandations? C'est hyper dur de faire des recos. C'est comme si je savais quelque chose que les autres ne savent pas. En plus, c'est hyper personnel comme chemin, quoi. Alors, comment t'as fait, toi? Enfin, est-ce qu'il y a un truc particulier? J'ai travaillé beaucoup sur mon estime de moi et mon image, quoi. Le corps de la femme sur scène, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire que jouer un homme, par exemple, quand tu es une femme, c'est particulier. Le public va avoir tout de suite un imaginaire ultra débordant quand un homme va interpréter un chasseur ou un gendarme ou machin, etc. Parce que forcément, les références culturelles ou les clichés, enfin tout ça va prédominer dans son imaginaire. Donc du coup, c'est évident, hein, il fait ça. Moi, pour jouer une chasseuse, les gens vont... alors, il n'y a pas de référence derrière. Je suis obligée de les inventer. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mon image au sens où c'est pas l'oubli de ma féminité, pas du tout. C'est l'oubli de ce que les gens peuvent en penser. Voilà, je m'en fous que les gens n'aient pas la référence. D'ailleurs, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être que je suis en train de l'inventer. Génial, super. Mais c'est d'oublier que les gens voient une femme. Mais je reste une femme. Parce que je pense que les mecs ne se posent même pas la question, en fait. Ils se disent pas, tiens, le public me voit comme un homme. Non, le public, il voit un comédien. Voilà, le public, il voit une comédienne. Point. Et ça, il a fallu travailler sur l'estime de soi. Est-ce qu'il y a des manières de jouer ou des débriefs là-dessus que tu as pu ou dû faire? Au sein de la troupe, par exemple, j'ai eu besoin, au bout d'un moment, de parler avec eux de ça et de libérer la parole sur, par exemple, j'étais souvent présentée comme l'atout-charme, parce que j'étais comme la seule meuf. Est-ce que je suis véritablement un atout-charme? Je ne pense pas. Mais étant donné que je suis la seule meuf, j'étais forcément l'atout-charme. Et au bout d'un moment, j'ai dit, OK, stop, on arrête avec ça. Parce que, d'une, c'est faux. Je pense qu'il y a des mecs qui sont des atouts-charmes beaucoup plus forts dans la troupe. Et de deux, vous entretenez, vous me mettez sur des rails, un conditionnement, qui va faire que je vais être obligée de jouer ça. Et le terrain, du coup, il est biaisé. On démarre dans la même gare, mais je ne suis pas sur les mêmes rails que vous. Je ne suis pas sur les mêmes rails de liberté que vous. Il y a eu ça, et il y a eu aussi ces blagues autour de clichés, autour des femmes, que moi, je ne souhaite plus. Voilà. Qu'est-ce que tu fais si t'en as sur scène? Alors, mon personnage va se mettre en colère. Après, je ne suis pas fondamentalement en colère. Mais en tous les cas, va jouer avec ça. C'est-à-dire, je ne ferai pas semblant que ça n'existe pas. Et après, on débrief, on en reparle. Et par exemple, on a fait des entraînements consacrés aux clichés. Du type, c'est très tentant hein, de jouer un personnage qui est un coiffeur gay, un prêtre pédophile, ça arrive très très... Ah oui, puis c'est dur à prononcer un prêtre pédophile. Mais voilà, mais c'est des clichés, c'est des trucs qui sont
dans le milieu de l'humour, on tape tout de suite dessus. Tu vois, un arabe voleur, forcément, bien sûr, mais c'est des clichés, au sens où derrière, c'est aussi des notions de racisme, c'est dur, quoi, tu vois. Mais comme c'est admis par tout le monde qu'un coiffeur est gay, ben on y va, quoi. Et on a fait tout un entraînement, déjà, de discussion sur c'est quoi un cliché, qu'est-ce que ça soulève derrière. Ok, on est tous d'accord pour dire on n'est pas raciste, on n'est pas homophobe, on veut l'égalité des sexes, enfin, tu vois, on est tous ok là-dessus, politiquement, en tout cas au sens de la cité et de la philosophie, on est tous ok là-dessus. Donc en fait, jouer ça, c'est entretenir ce qui est à l'encontre de nos valeurs. Donc ok, on a fait ça. Après, on a pris les clichés, genre le coiffeur gay ou le ninja japonais. Et puis on a coupé l'adjectif et le nom, et puis on a mélangé. Et en fait, on se rend compte que c'est génial, avec les clichés, tu peux inventer énormément de choses, quoi. Un coiffeur ninja, ou un coiffeur japonais, ou un ninja gay, ou... en fait, tu peux mélanger plein de trucs, et tu te dis, mais en fait, c'est génial, ça donne naissance à d'autres personnages qui sont tellement plus intéressants. Tu vois, une bourgeoise garagiste. Et du coup, elle tient son petit garage, tout tip-top et tout, des toiles jaunes culasses, puis elle a mis un petit Liberty autour de... Et voilà. En fait, tu peux réinventer des choses avec les clichés. Et par rapport à la femme, c'est ça aussi. Par exemple, on a eu beaucoup de discussions sur la prostitution. Tu vois, c'est très facile hein, de faire des blagues sur les prostituées, etc. Chez moi, c'est pas un énorme premier degré, mais... Aujourd'hui, à l'heure de MeToo et du féminisme et de tout ce dont on parle, je pense qu'on est tous féministes, en fait. Voilà. Et il n'y a aucun souci là-dessus. La prostitution reste un sujet de société que je trouve touchy. Voilà. Et en fait, je ne trouve pas ça drôle. Et en fait, on s'est créé une règle, tous ensemble, qui est si ça ne fait pas rire quelqu'un de la troupe, eh ben on ne le fait pas. Parce qu'en fait, on est là pour se marrer. Donc c'est pas drôle, on ne le fait pas. Et c'est déjà arrivé des dérapages, et ça arrivera encore, et c'est pas grave. Le but, c'est qu'on soit capable d'en parler de façon libre. Mais comme je pense, c'est-à-dire que oui, je suis féministe, et je pense que tous les mecs de la troupe le sont, comme je pense à l'inverse, qu'on ne parle pas assez des mecs qui sont coincés dans des rôles. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire aussi sur le rôle de l'homme, sur la place de l'homme, dans l'humour, et de le débloquer, et que lui aussi s'autorise à une certaine forme de vulnérabilité qu'on va associer plus à la femme qu'à l'homme, alors qu'un homme vulnérable sur scène, je trouve ça extrêmement drôle, quoi. Je trouve ça génialissime, quoi. Est-ce qu'il y a Donc tu gères une boîte de prod? Ouais. Est-ce que si elle avait une vision, ce serait quoi? L'argent! Outre l'argent, c'était la base. Est-ce qu'il y a une vision autre que faire de l'argent? La vision de la boîte de production. Ou est-ce qu'on peut dire que la première but, c'est bien ça, faire de l'argent? Non, c'est pas le premier but. L'argent, c'est une conséquence. Si on a fait de l'argent, c'est qu'on a gagné notre pari. Notre mojo, notre moteur, c'est à notre toute petite échelle et humblement, avec toute la modestie qu'on peut avoir avec de tels propos, c'est de réinventer le modèle. On est persuadé que la création artistique dans son ensemble, et on implique le théâtre, puisque ma boîte de production fait aussi du théâtre, plus conventionnel, que les modèles sont arrivés en fin de vie et que la vision qu'on avait du théâtre, mission de service public, la culture, accès à tous, etc., elle est bien malmenée, voire à réinventer. Et du coup, ça implique de se réinterroger en tant qu'artiste dans sa démarche de création. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, alors je ne parle pas de l'impro, mais je vais parler du théâtre, on en était arrivé à un stade dans les années 2000, à quand on montait une pièce, on la montait pour la DRAC, pour la Direction régionale des affaires culturelles, ou pour le Centre national du théâtre, pour obtenir la subvention.
Sauf que derrière, il y a un public. En fait, on monte ça pour qui? On monte ça pour les institutions ou on monte ça pour le public? Et en fait, ça a complètement biaisé, je trouve, la création. Parce qu'on oublie, alors attention, je parle en tant que boîte de prod, le client. Et le client, c'est le public. Et donc, si tu fais pas ça pour le public, tu vas... Ouais, t'assumes, hein. Mais derrière, est-ce que les gens ils vont adorer voilà. Maintenant, il y a plein de gens qui touchent des subventions et qui font des trucs absolument formidables pour le public. Par exemple, en théâtre, hein, pareil, je citais du théâtre, des gens comme Pauline Bureau, qui fait un travail absolument extraordinaire et qui est subventionné et qui est conventionné, etc. etc. Donc voilà, c'est pas contradictoire. Mais à notre échelle, je trouve que voilà, la démarche a... Donc l'idée, c'est de briser les modèles. Et en impro, ça donnerait quoi? Et en impro, ce serait aussi de dire, de faire tomber comment dire, ce constat admis par tous que y a un public d'impro. Non, il y a un public et en fait, faut pas se limiter à... En fait, on peut conquérir tout le monde. Donc ça implique que dans ta création de spectacle d'improvisation, bien sûr qu'il y aura un public d'impro qui va venir prioritairement. Mais dans ta création et de la façon dont tu vas marketer, boîte de production, ton spectacle, c'est un spectacle pour tous, en fait. C'est pas une niche. Ce spectacle, il doit être vu par le plus grand nombre. Comment ça marche le marketing d'un spectacle d'impro? Alors, le problème, c'est qu'on a des professionnels qui font la barrière avec le public. Il faut qu'on franchisse ces gens-là pour atteindre le public qui est derrière. Et déjà, c'est un changement d'état d'esprit, de mentalité des professionnels. Donc, ça veut dire un gros travail de discussion, d'échange, de partager des convictions et de retourner un peu les professionnels et leur état d'esprit. Donc, ça veut dire... Par exemple, quand je travaillais avec les scènes nationales, avant, j'avais tendance à cacher que j'étais programmée au point-virgule parce que, franchement, c'est sale. Maintenant, non, c'est juste une énorme fierté d'être programmée au point-virgule. Et du coup, on en parle. Et je ne dis pas que c'est moi qui fais tomber. Mais ça marche, en fait. La preuve en est, c'est que des troupes d'impro ont réussi à intégrer des réseaux de scènes publiques. Ah ouais? Ouais. Putain, j'ai pas le nom là. Je peux citer la référence, je rechercherai après sur mon portable. Mais ça existe. Mais par exemple, Papy a réussi à travailler avec Éric Ruff à Comédie Française. Donc les barrières, elles commencent à tomber. Mais c'est que les professionnels du spectacle et de l'audiovisuel aussi, que j'implique là-dedans, aient une vision de l'improvisation comme une pratique artistique à part entière et pas comme un sous-genre. Et je comparerais par rapport à... Pour l'improvisation, je donne souvent cet exemple. Pour moi, l'impro et le théâtre, c'est un peu France-Allemagne. C'est-à-dire que le théâtre, c'est l'Allemagne. C'est genre, les théâtreux, ils nous aiment bien, mais ils ne nous admirent pas. Et nous, l'impro, on est les Français. Genre, on déteste les théâtreux, mais on les admire beaucoup quand même, parce qu'ils font des trucs absolument géniaux. Et voilà, politiquement, c'est ça. À chaque fois, c'est regardez ce qu'ils font en Allemagne. Mais en même temps, on déteste les Allemands, quoi. Moi, je m'appelle Julie Muller, j'ai le droit de dire qu'on déteste les Allemands. Ok, je suis allemande. J'ai les deux, franco-allemande, donc je peux le faire. Et du coup, c'est de sortir de cette position-là et de dire on n'a rien à prouver au monde du théâtre. Parce qu'en fait, si on ne se donne pas notre propre légitimité, si on ne s'accorde pas cette légitimité, c'est pas eux qui vont nous la donner. Donc, considérons notre pratique comme une pratique à part entière et qui a un droit et même un devoir d'être sur scène et de partager ça avec le public parce que c'est une expérience juste formidable. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus beau que l'art parce que, encore une fois, rire, chanter, danser, jouer ensemble, c'est la base de l'humanité, quoi. C'est ça qui fait qu'on est ensemble. Est-ce que tu as un raté à nous faire... Putain, j'en ai pas qu'un seul, mon pote. Un raté à nous témoigner
Pas forcément une scène ratée, hein, mais de dire ah tiens là j'ai un truc qui a raté, du coup ça t'a nourri, En production ou en impro? comme tu veux. Un raté. Par exemple, je pense que sur Showtime, par exemple, pour rester dans le truc de l'impro, on a accepté des plans où en fait, on n'avait pas notre place en fait. On était, en fait, toutes les conditions, on avait les signaux d'alarme qui étaient allumés sur ils nous considèrent comme les trublions, ils vont faire l'animation, ils sont rigolos, c'est de l'impro, etc. Et en fait, on a toléré ça parce que t'es payé et parce que, waouh, quelle chance d'être programmé. Et du coup, t'y vas. Mais en fait, tu sors, t'es souillé parce que le public, il n'était pas venu. Je suis désolée, c'est mon portable. J'ai une alarme à 13h, je dois prendre ma pilule. Attends, je te le ramène. Putain. Je te le ramène, reste assise. C'est donc une. Ouvre, ouais, là, il est là. Non, il est posé normalement sur le côté. J'avais oublié que j'étais attachée. On l'a bientôt fini de toutes les manières. Est-ce que ça te va si on finit en 6 minutes là? Ah ouais, moi je m'en fous, t'as vu, je discute, hein, moi. Moi, je fais du Super. blabla, t'es blabla, blabla, blabla. Ouais, et c'était quoi du coup ces signaux Bah, qui vous amènent à dire ah on fera pas notre métier, on va être des trublions? Alors, donc t'arrives et c'est genre, ouais, c'est les comiques, quoi. C'est les comiques de l'impro, quoi. Voilà. Et du coup, bah, tu te ramasses, tu te tapes un four parce que on t'a programmé, par exemple, sur un festival avec des humoristes, hein, donc qui écrivent des sketchs. Et toi, tu arrives avec l'impro. Alors déjà, va faire admettre la convention de l'impro au public si tu l'as pas bien préparé. Parce que les gens, ils adorent aussi présenter les spectacles d'impro comme les spectacles surprises. C'est pas une bonne surprise, un spectacle, ok? Si les gens sont pas préparés à voir un spectacle, enfin, voilà. C'est un spectacle, c'est un cadeau, mais tu fais pas genre un cadeau surprise. Genre, non, un cadeau, tu sais, c'est ton anniversaire, tu vas recevoir un truc, ok, d'accord. Et du coup, tu passes au milieu de ce truc où des gens ont écrit leur texte, hein, et toi, t'es en mode impro, donc forcément, parfois il va te manquer du vocabulaire, ou juste voilà, tu parles lambda, quoi. Et du coup, c'est pauvre, ça semble pauvre d'un seul coup. Alors du coup, tu essaies de rattraper la sauce, et là, tu deviens hyper volontariste dans ce que tu fais, et là, arrive le bide. Parce que le principe même de l'impro, c'est justement de ne pas vouloir quelque chose à tout prix par rapport au public. Genre, je veux absolument que le public adore mon spectacle et se marre comme jamais. Si tu y vas avec ce truc de « toi, je vais te faire rire », c'est dead. Voilà. Et ouais, on faisait pas le poids. C'est-à-dire que on aurait dû dire non, ou les conditions ne sont pas réunies. Ou si vous nous programmez, c'est dans tel contexte. Et du coup, c'est des ratés, quoi. Et on s'est retrouvés programmés, oh mon Dieu, sur des plateaux d'humour avec Daran. Il y avait un mec qui s'appelle Topic, je crois. Quelque chose comme ça. Putain. Je ne sais pas pourquoi. Ici même, là, je perds la mémoire. Ce lieu me fait perdre la mémoire. Et on était programmés au milieu de ce truc-là avec Alex Ramirez aussi, qui est un super humoriste que j'adore. Et en fait, quand on passait, du coup, c'était faible, enfin, au sens où c'est pas le même type de spectacle. C'est comme si au resto, toi, on t'amène des plats, et puis au milieu, c'est tiens, t'as une tarte aux fraises. Mais c'est bon les tartes aux fraises, mais attendez, j'étais en train de bouffer une côte de bœuf, et puis voilà, ça marche pas, quoi. Voilà, c'est con, il y a des conventions, bah, tu es obligé de les respecter. Ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra pas mettre des tartes aux fraises au milieu du spectacle, enfin du resto. Si demain j'arrive et j'ai plein d'argent. Ouais, cool, bah, on se marie. Et je te dis pour toi, mais à des fins professionnelles et pas personnelles, justement, je te le donne. Qu'est-ce que tu ferais comme projet mais je veux qu'il y ait quelque chose improvisé dedans, tu ferais quoi? Sachant que j'ai pas de limite de budget, j'ai vraiment beaucoup d'argent. Je ferais l'Olympia avec tous mes potes de l'impro. C'est nul, hein? C'est très bien.
Tous tes potes, c'est-à-dire ta troupe ou d'autres gens? Ma troupe et d'autres gens. Et qu'on se fasse un énorme kiff à l'Olympia. Que l'impro soit à l'Olympia. C'est vraiment, j'ai l'impression de demander un ballon de foot à mon anniversaire en disant ça. Maintenant, j'aimerais aussi, bah, si tu me donnes énormément d'argent, aussi aider d'autres lieux qui soutiennent l'improvisation. J'aimerais créer un documentaire autour de l'improvisation, même s'il en existe déjà, mais je pense que aussi ça a changé, qu'on peut montrer des nouvelles choses. J'aimerais montrer, du coup, dans ce documentaire, la force de l'improvisation au-delà du spectacle, c'est-à-dire ce qui est fait en formation, ce qui est fait en milieu scolaire, en milieu associatif. Je travaillais avec une asso de femmes victimes de violences conjugales. Putain, mais comment tu libères la parole? Après, je prends un public très... Point Godwin. mais en même temps, c'est des expériences qui sont hyper marquantes. Travailler avec des gens en milieu carcéral, en hôpital psychiatrique, etc. C'est des publics qui sont dans une telle précarité que quand tu leur amènes l'impro, ça les libère de dingue. Mais en fait, ça marche aussi sur des gens qui n'ont pas de problèmes sociaux ou mentaux avérés. Et l'impro, pour moi, c'est une énorme clé d'évasion et d'évolution personnelle, au même titre qu'une bonne psychanalyse. Du coup, c'est presque la réponse à ce qui sera ma dernière question. Julie, pourquoi tu fais de l'impro? Pourquoi je fais de l'impro? Parce que, alors c'est vraiment plus à titre très personnel. Je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle. Je suis hyper contrôlante. Je suis extrêmement organisée. Tout rentre dans des cases. Et l'impro, pour moi, c'est ma cour de récré où d'un seul coup, j'ose, je suis en danger. Mais c'est un danger qui est tout à fait mesuré. Hein. Mais ça reste très dangereux, l'impro, en fait. C'est ma zone d'évasion où, justement, le lâcher-prise prend tout son sens. Donc, d'un point de vue tout à fait personnel, je fais de l'improvisation parce que ça me libère, parce que ça m'apporte énormément de choses, parce que je vis des trucs de dingue avec des gens. Enfin, j'ai une chance inouïe d'être avec une troupe qui sont des amis de longue date, dans une salle mythique. C'est une chance absolument incroyable qu'on a, vraiment. Et en plus de ça, à titre tout à fait personnel, ça me fait progresser, mais de ouf. C'est-à-dire que cette notion de contrôle que j'ai, enfin, ce sentiment de contrôle très fort qui est chez moi, du coup, est vachement plus canalisé, remis en question grâce à l'improvisation. C'est une thérapie, l'impro. Merci Julie. Bah, merci à vous. C'était chouette. On a bien rigolé. J'ai même pas bu mon verre d'eau.